7h pile sur la première arrêt sur Europe. Nous concluons ce vendredi notre radioscopie de l'Union européenne. Europe marquée par la crise économique, affaiblie par le chômage, sans grand projet unificateur. Quel avenir possible pour cette Europe-là? Peut-on encore croire à une perspective prochaine des États-Unis d'Europe? Faut-il au contraire tirer les enseignements de la crise, envisager la fin de l'euro, la fin de la monnaie unique et se demander, pourquoi pas de manière iconoclaste, si l'Europe ne serait pas en meilleur état sans l'UE et sans les institutions de Bruxelles? Pour en parler, le plaisir d'accueillir deux invités jusqu'à 8h, le démographe et historien Emmanuel Todd et l'eurodéputée Sylvie Goulard du Modem. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous, tous les deux d'ailleurs, dans notre studio de Paris jusqu'à 8h. Sylvie Goulard, est-ce que l'Europe serait en meilleur état sans l'UE telle qu'elle est aujourd'hui? Je vous pose la question comme ça et vous me répondez brièvement. Juste comme ça, donc je vais vous répondre non, brièvement. Voilà. Pour quelle raison? Est-ce que l'UE d'aujourd'hui vous satisfait? Non, voilà. Je crois que ce qu'il faut, c'est essayer d'éviter d'être dans le tout ou rien. Il y a des choses qui ne vont pas bien. Il ne s'agit pas du tout de le nier, mais c'est peut-être pas une raison pour abandonner tout ce qui a été fait depuis 60 ans. Emmanuel Todd, on sait que vous êtes un pourfendeur de l'euro, de la monnaie unique. En tout cas, même question. Est-ce qu'on serait mieux sans les institutions de Bruxelles aujourd'hui? Non, l'Europe, c'est beaucoup de choses, et puis il y a une tendance un peu à dramatiser la situation justement pour essayer de sauver l'euro. C'est-à-dire qu'il y a toute une dimension de la construction européenne qui était une chose très bien, l'idée de paix entre les nations, des choses comme les programmes Erasmus sont des choses, ces étudiants qui circulent et qui apprennent à mieux se connaître de pays à pays. Tout ça, c'est formidable et c'est quelque chose à garder. Mais je crois que ce qui est difficile maintenant, c'est pour les élites dirigeantes. Le mot élite est quand même un peu fort. Pour les gens qui dirigent cette espèce d'usine à gaz qui est devenue l'euro, il y a un problème d'aveu. C'est-à-dire qu'il faut s'avouer que l'euro a été un échec qui contribue à maintenir l'ensemble du continent et même au-delà d'ailleurs la planète en état de récession. Il y a un travail de deuil à faire, pas du tout sur l'Europe, mais sur un ratage de construction monétaire. C'est tout. Travail de deuil. On retient la formule. Emmanuel Todd, Sylvie Goulard. On se retrouve dans une dizaine de minutes juste après les informations que nous présente Didier Duployer. Timon Matédoré. Who am I? I am Europe. 7h15 sur la première arrêt sur Europe, dernière étape. Peut-on encore croire à des États-Unis d'Europe un jour? Faut-il au contraire se demander si cette Europe ne serait pas en meilleur état sans l'UE et les institutions de Bruxelles? On retrouve nos deux invités qu'on a brièvement entendus tout à l'heure à 7h. Emmanuel Todd, historien, démographe, essayiste. Votre dernier ouvrage paru, Le mystère français, est aux éditions du Seuil, coécrit avec Hervé Lebras. Vous aviez écrit L'invention de l'Europe en 1990. Emmanuel Todd, on s'en souvient. Sylvie Goulard est à vos côtés à Paris, députée européenne du Modem, membre de la Commission des affaires économiques et monétaires. Vous êtes auteur avec Mario Monti l'an passé, Sylvie Goulard, du livre intitulé De la démocratie en Europe, paru chez Flammarion. On va tout de suite écouter quelqu'un que vous connaissez très bien. C'est un franco-allemand, Daniel Cohn-Bendit. La Grèce, l'Espagne et le Portugal pris dans un engrenage d'austérité. Daniel Cohn-Bendit, député vert, s'est rendu dans tous ces pays. Notre correspondant à Bruxelles, Alain Franco, lui a demandé si la Grèce n'avait pas vécu au-dessus de ses moyens grâce à l'euro. La Grèce a vécu au-dessus des moyens avant l'euro aussi. L'euro n'a fait qu'intensifier quelque chose qui existait déjà. Et le dissimuler finalement. Et oui, le dissimuler d'une certaine manière. Vous savez, les Suisses aussi savent dissimuler les choses. Donc c'est, par exemple, pendant 15 ans, depuis l'entrée de la Grèce dans l'Europe, est-ce qu'il y a au Conseil européen un gouvernement qui a mis la main sur l'épaule du chef d'État grec qui lui dit, tu sais mon ami, avec un budget militaire à 4% du produit intérieur brut, vous n'allez pas vous y arriver. Vous savez, l'Allemagne, la France a 2% du produit intérieur brut pour la défense. Pourquoi on leur a pas dit ça? Parce que la plupart des dépenses du budget militaire allaient vers les industries d'armement de la France et de l'Allemagne. Donc on a profité de ce déficit budgétaire. Donc il y a une responsabilité des Grecs et des autres. D'où ma question, est-ce que finalement la Grèce ne s'en serait pas mieux sortie sans faire partie de la zone euro? Non, ils auraient été encore plus colonisés par les pays de l'euro. Peut-être moins dans la mouise, oui. peut-être. Cette question, personne ne peut y répondre. La zone euro telle qu'elle est construite actuellement, est-ce que ça fonctionne suffisamment bien ou est-ce qu'il ne faut pas revoir le truc? Est-ce que l'économie anglaise, qui est en crise totale, fait partie de l'euro? Non.
mais profite, la City profite. Elle a bâti quelque chose, elle s'est bâtie en détruisant tout le reste de l'industrie. Soit, mais ça crée de la richesse aussi. Oui, mais ça crée aussi de la pauvreté. Là, ça crée du chômage. De ne m'expliquer qu'aujourd'hui, les raisons de la crise, c'est l'euro, alors que des tas de pays qui ne sont pas dans la zone euro sont également en crise, ça n'explique rien. Non, encore une fois. La question est plus, est-ce que l'euro profite à tout le monde? Mais le problème, c'est que les pays en crise qui ne profitent pas de l'euro à cause de leur structure économique auraient les mêmes problèmes s'ils n'étaient pas dans l'euro. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait en avant, alors? En avant, moi, je crois que l'Europe, aujourd'hui, doit aller vers un État fédéral qui, avec un budget fédéral conséquent, peut un budget permettre d'intervenir dans des situations de crise, que ça soit en Grèce ou je ne sais où. Et on peut le faire avec tant de disparités au sein de la zone euro entre les États. Vous connaissez la disparité entre les États américains? Énorme. Et ils le font pas. Mais quelle est la part du budget américain par rapport au produit intérieur brut américain? C'est 23% du produit intérieur brut américain. En Europe, le budget européen, c'est quoi? C'est 1% du produit intérieur brut. Si vous avez des disparités, il faut donner la capacité, justement, d'aider à faire évoluer ces disparités. Hors des États-Unis d'Europe, point de salut. Aller vers les États-Unis d'Europe, c'est d'avoir un scénario pour sortir des crises politiques et économiques et écologiques dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Daniel Cohn-Bendit avec Alain Franco, son credo, aller vers les États-Unis d'Europe. On retrouve Emmanuel Todd et Sylvie Goulard. Emmanuel Todd, que pensez-vous du credo de Daniel Cohn-Bendit ? Il est dans un truc de dénégation de la réalité, comme beaucoup de gens. Il fait ça gentiment, tout ce qu'il dit n'est pas absurde. Mais moi, ce qui me frappe quand on entend parler de l'Europe, c'est le retard des mots sur les choses. Si vous voulez, on parle de l'Europe comme si on parlait toujours d'un objet politique constitué de nations libres et égales, pesant de manière équilibrée sur un système global. Alors que l'Europe a changé nature, c'est devenu un système formidablement hiérarchique qui, sur le plan économique, est maintenant à peu près totalement dominé par l'Allemagne, qui est devenue une puissance majeure, qui a retrouvé une situation hégémonique que lui permet son efficacité industrielle. Et puis il y a des espèces de nations mineures. Enfin, la façon dont on parle des Grecs devient vraiment préoccupante parce qu'il y a un élément de racisme qui se glisse là-dedans. Pas dans l'élément de Daniel Cohn-Bendit quand même. C'est ambigu, c'est très ambigu. On en parle comme c'est autre chose. On en parle. Il y a un truc qui était bien dans ce qu'avait dit Cohn-Bendit. Là, c'est le mot colonial ou colonialiste, puisque c'est vrai que l'Europe est devenue un système hiérarchique avec des dominants, des dominés, des situations néocoloniales, et puis une montée des haines en fait. Puisque en France, la France est sur une position très moyenne. Elle essaye de se positionner en brillant second l'Allemagne, dans une posture qu'on pourrait presque qualifier, au regard de l'histoire, de néo-vichiste. Mais on n'est pas conscient en France du niveau de haine qui est en train de monter contre l'Allemagne et qui est la chose vraiment préoccupante. Je crois que les mots Bruxelles, par exemple, tout le monde parle de Bruxelles, mais Bruxelles n'est plus le pouvoir en Europe. Le pouvoir en Europe, il est à Berlin maintenant. Bruxelles est devenue une zone d'influence, en fait. C'est toujours une vaste zone de corruption. Alors si ce ne sont les États-Unis d'Europe, oui. Emmanuel Todd, que faut-il pour ces pays-là, pour les régaliser en quelque sorte? Et après, je veux dire, si on voulait les États-Unis d'Europe, il faudrait que la puissance dominante, l'hégémone, comme on dit en théorie politique, l'Allemagne, se comporte, je dirais, d'une manière généreuse et responsable. C'est-à-dire si l'Allemagne assumait des politiques de relance économique, luttait elle-même contre l'austérité, établissait des protections commerciales aux frontières. Elle aide les Espagnols, l'Allemagne. Elle va accueillir les jeunes Espagnols. Vous trouvez que voler de la population active qualifiée à un pays dont on a détruit les structures industrielles, vous trouvez que c'est une attitude responsable? Elle parle d'accueillir. Les États-Unis ont été dans tout l'après-guerre une puissance majeure, un hégémone responsable. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert leur marché. Alors certes, ils consomment trop par rapport à ce qu'ils produisent, mais ils ont eu un rôle bénéfique dans toute leur sphère pour le monde. Et le vrai problème de l'Europe, c'est que ça y est, il y a une puissance dominante, mais qui est l'Allemagne. Et la tradition de l'Allemagne, ça n'est pas de regarder de manière égalitaire, symétrique et responsable ses voisins, c'est tout. Sylvie Goulard, sur cette question, pas d'États-Unis d'Europe tant que l'Allemagne sera aussi hégémonique et peu respectueuse de ses voisins. Que répondez-vous à Emmanuel Todd? Non, d'abord, moi, je voudrais dire une première chose. Je suis d'accord avec Dany que la crise est une crise politique.
On a pris un certain nombre de mesures techniques, mais on n'a pas commencé à aborder la question clé. Et là, je rejoins Monsieur Todd quand il dit que il y a au sein de l'Union européenne en ce moment des disparités, des rapports de force qui ne sont pas l'Europe qu'on a voulu faire. Mais je crois qu'il ne faut pas en blâmer uniquement les Allemands. C'est un peu trop facile. On a laissé dégénérer un système... J'ai blâmé les Français aussi, là. Oui, non, mais je ne dis pas que vous ne le dites pas, mais ce qui est parfaitement clair, c'est qu'on est arrivé à une situation qui est une situation, effectivement, où le poids de l'Allemagne dans les institutions, où le poids de l'économie allemande et la force de ces institutions nationales, et ça c'est une vraie différence avec la France, fait que les Allemands jouent un rôle tout à fait caractéristique. Là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui sont dans les accords européens. On ne peut pas parler de vol de majorité qualifiée dans un espace qui est fondé depuis 1957 sur la libre circulation des personnes. Évidemment, on n'a pas fait la libre circulation des personnes uniquement pour que des jeunes Espagnols aillent en Allemagne. C'est un système dans lequel on souhaiterait que les gens bougent. D'ailleurs, au Royaume-Uni, c'est pas seulement à cause de l'Europe, de Bruxelles et de sa soi-disant bureaucratie qu'on a la montée du UKIP. Les gouvernements britanniques avaient largement ouvert les frontières aux personnes venant d'Europe centrale et orientale. Et c'est une des raisons de la montée des partis nationalistes au Royaume-Uni. Donc encore une fois, pour résumer, on a besoin d'une Europe politique. On a besoin non pas seulement d'encadrer la puissance allemande. Moi, les Allemands ne me font pas peur. Je ne vois pas de plan ourdi par l'Allemagne. Je me demande pourquoi la France est si faible. Je me demande pourquoi les Italiens sont restés si longtemps totalement absents. Nous avons des pays comme l'Espagne ou la Pologne qui ne sont pas des pays négligeables, qui ont tout à fait un rôle à jouer, etc. Donc effectivement, le problème, ce ne sont pas paradoxalement les institutions de Bruxelles. C'est en ce moment l'affaiblissement des institutions communes. Et je tiens à souligner que l'accord sur le budget ne sera effectif qu'au moment où le Parlement aura voté et pas le moment où son président va prendre un accord sans mandat, parce que c'est quand même hallucinant ce qui a été dit tout à l'heure. Il n'y a pas d'accord sur le budget. Il faut au moins respecter les traités et les procédures. Voilà. Donc encore une fois, c'est pas l'absence, c'est pas l'excès d'institutions, c'est plutôt la manière dont un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement, avec la complicité de la France en l'occurrence, sont en train de bousiller les institutions. Donc Sylvie Goulard, vous ne prenez pas le même chemin qu'Emmanuel Todd, mais pour vous aussi actuellement, les États-Unis d'Europe tels que l'énonce Daniel Cohn-Bendit ne sont pas faisables. C'est ce que vous nous dites aussi. Non, avec Dany, on a créé ensemble un groupe en faveur des États-Unis d'Europe qui s'appelle le groupe Spinelli. Mais je pense qu'il ne faut pas du tout présenter aux gens un projet de cet ordre-là. Il y a des choses à faire, il y a des problèmes à régler. Et l'outil fédéral peut être une des réponses, à condition d'avoir un débat et à condition que les peuples le veuillent, évidemment. Emmanuel Todd, oui. Sur l'Allemagne, quand même. Sylvie Goulard disait l'Allemagne est aussi forte parce que la France est faible. D'accord avec ça ? La France est plutôt inexistante, elle est perdue. Je crois que ce qu'il faut bien voir, c'est que moi je vais jusqu'au bout des choses, je vois ce qui se passe. Il me semble que dans l'esprit des gens, on le voit dans tous les sondages d'opinion, l'Europe est un concept mort. Ça n'est plus quelque chose qui fait rêver, ça n'est plus un horizon idéologique. Les sociétés ont besoin d'avoir un horizon, un rêve, un projet. Donc l'Europe, dans l'esprit des gens, quand on leur parle d'Europe, en gros les gens savent qu'il y a des types qui vont se réunir, qui vont négocier à 27 sans se comprendre et qui accoucheront d'une souris ou de rien du tout. Voyez, l'Europe, c'est la culture aussi, on en parlait hier. Non, c'est une culture de la déresponsabilisation des élites. Dans le cadre des élites françaises, il est particulièrement évident que parler de l'Europe, c'est ne pas vouloir gouverner la France. Vous voyez, on essaie de régler des problèmes à l'échelle européenne parce qu'au fond, je pense que les politiques français n'ont plus le courage de reprendre en main le destin de leur propre pays. C'est ça le rester dans l'euro maintenant, parce que vous sortez de l'euro, c'est pas tellement compliqué techniquement, mais c'est de nouveau se situer dans le problème de la gestion d'une monnaie nationale qu'il va falloir dévaluer, il va falloir faire des politiques industrielles nationales, se retrouver entre soi, entre Français, repartir dans un sens qui est le nôtre. C'est ce qu'essayent de faire les Anglais, en fait, qui, moi, je pense, ont tout à fait raison de ne pas voir rentrer dans cette espèce de machine à détruire la volonté d'action. Ils pensent même à sortir de l'Union européenne. On entendait ce reportage tout à l'heure, notre correspondant. C'est symbolique. Ils ne sont pas dans l'euro. Ils ne vont jamais le faire. Ils ne vont jamais quitter l'UE. C'est symbolique. Ils sont en dehors de l'Europe. Si je puis me permettre, moi, je voudrais rebondir sur la notion d'élite. Moi, contrairement à ce que dit M. Dodd et à ce que disent pas mal de gens, je cherche désespérément des élites pro-européennes à la hauteur du projet. Une des idées les plus néfastes qui circulent, notamment à Paris, dans un certain nombre de cercles, c'est qu'il y aurait des espèces d'élites extrêmement éclairées et ouvertes qui essaieraient de faire l'Europe dans le dos du peuple. Ce que je constate quand je vais sur le terrain, c'est que je vois des PME qui exportent énormément en Europe, qui ont besoin du marché intérieur, qui se réjouissent qu'il y ait l'euro. Je vois des groupes comme Airbus, je parle de ma circonscription, dans lequel il y a des marchés qui sont liés à l'intégration européenne. Il y en a d'autres qui sont à l'extérieur, évidemment. Mais
Je ne sais pas où elles sont, ces élites. On a, au contraire, une trahison totale des élites. Il n'y a pas d'élite pro-européenne. Il y a au niveau français et dans d'autres pays des gens qui, devant les nécessaires transferts de souveraineté qui sont liés à la décision qui a déjà été prise il y a 20 ans. La décision de faire la monnaie était une décision qui impliquait des conséquences profondes. Ces conséquences, on n'a pas voulu les voir et on a toujours espéré s'en tirer avec une espèce de discours qui était on va faire l'Europe mais pas trop. Faire l'Europe mais pas trop, ça veut strictement rien dire. Ça casse l'élan et là je suis d'accord avec Monsieur Todd, il n'y a pas d'horizon politique, mais parce que la plupart de ceux qui sont censés faire l'Europe ne la font pas. Parce que dans le fond, ils ont peur des Allemands, parce que dans le fond, ils trouvent les gens du Sud paresseux et qu'en plus, ils n'ont pas fait grand-chose pour la France. Vous avez tout à fait raison, mais ce que vous êtes en train de dire, qui est formidable de mon point de vue, tout à fait d'accord, pas d'élite européenne, pas de volonté d'y aller, c'est vous êtes et pourquoi c'est comme ça? Mais parce qu'on est français, on n'est pas européen. Non, mais les Allemands sont allemands, c'est tout. C'est que l'Europe, ça existe comme continent, c'est un lieu prodigieux, il y a des échanges culturels et économiques importants et qu'il faut préserver. Mais la vérité, c'est qu'on n'est pas européens. Les Français actuellement, le monde est en crise et ce qui se passe partout sur la planète, c'est que dans chacun des pays en crise, particulièrement les pays avancés, les gens essayent de se ressourcer dans leur propre histoire, leur propre culture. Qu'est-ce qu'on fait avec cette Europe-là, Emmanuel Todd? Vous n'êtes pas pour l'euro, évidemment. Il faut dissoudre l'Union européenne. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, puisqu'il n'y a pas d'horizon politique? Il faut être raisonnable et modéré, et la première chose à faire, c'est se débarrasser de l'euro. C'est-à-dire qu'il faut accepter de dissoudre cette monnaie. Alors il y a des gens qui pensent en termes d'une monnaie commune, qui laisseraient ça. Moi je pense que le ras-le-bol, c'est-à-dire le concept européen vraiment dans l'esprit des gens est associé à l'idée de non-action. Donc moi je pense qu'il faut. Alors le problème évidemment avec la dissolution de l'euro, c'est tout le monde voit bien qu'il ne marche pas. C'est que l'euro c'est quelque chose qui a été fabriqué. C'est vrai que c'est pas des élites, mais disons par des dirigeants européens, et que la dissolution de l'euro, qui est à peu près inévitable, sera l'aveu d'incompétence des dirigeants européens. Et donc le simple fait de dissoudre l'euro ouvrira une crise. Non, mais faut pas être. Le problème ne sera pas là. C'est que dans un pays comme la France, par exemple, l'échec de l'euro sera pris comme la preuve de ce que les gens qui gouvernent la France ne sont pas compétents. Oui. Bon, moi, je sais bien que Moscovici n'est pas compétent. Oui. Je sais bien que Fabius n'est pas compétent. Je sais bien que Hollande n'est pas compétent. Mais là, ça sera, j'oublie les gens de droite. Et pourquoi vous voulez revenir à un cadre national avec des gens incompétents, si je puis me permettre? Il se passe quoi si on dissout l'euro? Mais justement, j'avais pas terminé. Oui. Et je dis que c'est très angoissant pour les gens qui sont responsables de cet échec. Mais dans des sociétés vieillissantes, un peu moins en France qu'ailleurs, à cause de la démographie, et dans des sociétés qui ont du mal à se remettre en question, je trouve que une évidence de l'échec des classes dirigeantes pourrait être un coup de fouet formidable. Bon, c'est un peu la politique du pire. Voilà. Si une sorte de rénovation. Oui. Sylvie Goulard, on dissout l'euro, ça c'est la proposition d'Emmanuel Todd. Non, mais il se passe quoi si on dissout l'euro? Non, mais je suis pas d'accord pour discuter sur cette base, parce que depuis tout à l'heure on parle de travail. Non, on parle de travail, de deuil. Non, il n'y a pas un mort dans la pièce et on est en train de le veiller. Premièrement, donc tant que les gens sont pas morts, je pense qu'il vaut mieux. Il y a des morts cliniques en tout cas. Il y a des morts cliniques en tout cas. Non, je crois pas du tout, justement. Je pense que c'est une vision qui est une vision de très court terme. On est dans des difficultés qui sont des difficultés très grandes, que connaissent des pays, et je parle même pas de l'Europe, comme le Japon ou les États-Unis, dans lesquels il y a aussi un endettement considérable. Il y a aussi une adaptation à la mondialisation que ces pays n'arrivent pas forcément à faire extrêmement bien. Et nous avons en Europe des atouts que nous passons mais totalement sous silence dans cette discussion. Donc je tenais quand même à le dire. Alors, si on envisage, parce que moi je n'ai aucun tabou, je veux bien parler de tout, je pense qu'effectivement un des problèmes c'est qu'on est gouverné, mais pas seulement par ce gouvernement, on est gouverné en France. Et moi c'est ça qui m'inquiète, le retour à l'hypothèse nationale est effroyable. C'est effroyable. Ça vous gêne d'être française? Non, j'ai pas dit que ça me gêne d'être français. Vous trouvez que les Français sont des gens méprisables? J'ai pas dit ça. C'est vous qui avez dit que la moitié du gouvernement français était incompétent. Moi, c'est une évidence. Moi, je ne vais pas jusque-là. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ne se sont pas montrés globalement à la hauteur de ce qu'ils prétendaient faire en faisant l'euro. Je serais pas du tout rassurée par un repli national sur un pays qui est de toute façon pas en mesure dans la mondialisation. Et là, je crois qu'il faut donner quand même une perspective un peu plus large que celle qui est de l'Europe. Oui, mais cette perspective, c'est que d'ici quelques années, la plupart des pays comme le nôtre, comme le Royaume-Uni, se retrouveront expulsés de la plupart des lieux de décision mondiaux. Tout simplement parce que nous ne serons plus parmi les premières économies du monde, tout simplement parce que démographiquement, nous ne peserons pas la même chose. Donc nous pouvons toujours rêver. Vous avez présenté tout à l'heure la situation britannique comme celle d'un retour à l'Empire et d'un appui sur la grandeur passée.
Je crois qu'il faut regarder devant. Est-ce qu'on aura plus de chances de protéger nos industries face aux Chinois et aux Indiens tout seuls? C'est une blague. Voilà. Non, mais là, c'est l'industrie allemande qui détruit notre industrie. D'accord. Et puis vraiment, la notion de repli national, la notion de repli national est quand même absurde. Paris est une ville-monde. Paris est une ville... Oui, d'accord. On y revient. On aura 25 minutes pour discuter de ça juste après les informations. Emmanuel Todd, Sylvie Goulard, si vous êtes d'accord, c'est vraiment, les fronts sont assez bien dessinés, je crois. Who am I? I am Europe. En matière de budget, on ne nous avait pas fait la part belle. Et je n'étais pas prête à accepter une telle situation. En laissant aller les choses, nous allions payer à nous seuls la plus lourde contribution au budget de l'Europe. C'est sur ce millier de millions de livres que nous avons commencé à négocier parce que nous voulions qu'on nous en ristourne la plus grande partie. Mais cela ne signifie pas que nous demandions de l'argent à la communauté, mais bien une restitution de notre argent. I want my money back, célèbre formule de Margaret Thatcher, bien sûr, première ministre de Grande-Bretagne durant 11 ans, de 79 à 90. Il s'agit là d'un extrait d'entretien dans lequel elle expliquait pourquoi elle avait déclaré à l'issue du sommet européen de Dublin, c'était en novembre 79, qu'elle voulait récupérer son argent. I want my money back. On retrouve nos deux invités qui menaient un vif débat sur l'euro il y a quelques instants, Emmanuel Todd et Sylvie Goulard. Peut-être Sylvie Goulard, une réaction à Margaret Thatcher qui s'est éteinte il y a quelques mois, de la mauvaise volonté, de l'égoïsme de la part de la Grande-Bretagne, ou bien finalement une défense légitime de ses intérêts nationaux? C'est une défense légitime d'intérêt dans un système qui est mal fichu, si j'ose dire, parce qu'il n'y a aucune raison que le budget de l'Union européenne soit un budget où chaque État verse des contributions. C'est une aberration. D'ailleurs, c'est pas ce que prévoient les traités depuis les origines. Ce que le traité prévoit, ce sont des ressources propres. Par exemple, on peut imaginer une taxe sur la production de carbone, on peut imaginer une taxe sur les transactions financières, on peut imaginer un pourcentage de TVA. Quand vous êtes en vacances en Espagne, vous faites des achats. Votre argent aboutit à abonder le budget espagnol, et quand cet argent retourne à Bruxelles, il y a un drapeau espagnol dessus. Donc c'est complètement absurde. Donc effectivement, dans un système absurde, Mme Thatcher a raison. Mais ce qui est idiot, c'est d'avoir un système aussi absurde pour financer l'Europe. Et d'ailleurs, si nous avions un budget débattu par un Parlement comme il se doit en démocratie, et que ce budget permettait d'accompagner les politiques qui sont faites dans la monnaie unique au niveau approprié, exactement comme les Américains le font avec le dollar, ce qui fait que la Californie n'a pas à se mêler de ce que fait l'Iowa, on aurait un système qui est en fait plus transparent, mieux accepté par les gens et beaucoup plus rigoureux, permettant de faire des choses intelligentes. Si on continue avec le système tel qu'il est, qui détruit l'Europe, en y introduisant une logique de juste retour national, évidemment, l'Europe ne va pas bien se porter. Je voudrais, Emmanuel Todd, oui, sur cette question-là. Oui, je voudrais revenir sur cette idée que le retour au concept national est une fermeture au monde, qui est une idée qui semble aller de soi, mais qui est une idée fausse en fait. C'est un cas typique de fausse conscience. La vérité, on se prend du point de vue d'un pays comme la France. Il y a la France, il y a une langue française, il y a une bonne partie de l'Afrique dont le français sera la langue. La France a eu des rapports avec toutes sortes très intéressants avec le monde anglo-américain, pour en avoir avec le Japon. Et la vérité, c'est que l'Europe n'est pas une ouverture au monde. L'Europe est devenue, c'est pas simplement un échec. C'est parce qu'on n'a pas fait l'Europe des peuples, mais qu'on a précisément fait l'Europe des nations. C'est précisément ça, Emmanuel Todd. Mais c'est que l'Europe est une toute petite partie du monde. C'est en train de devenir la partie la moins dynamique du monde. Je veux dire, il y a quelque chose de très provincial en fait, même dans la culture allemande. La culture allemande est une culture très efficace sur le plan industriel, mais au stade actuel, sur le plan intellectuel, sur le plan de la créativité, je dirais scientifique ou culturelle, l'Allemagne n'est par exemple pas du tout au niveau du Japon. Mais vous voulez plus de nationalisme là-dedans, vous ? Mais il s'agit pas d'être nationaliste, il s'agit d'avoir le droit d'être soi. Mais personne ne nous empêche d'être nous. D'ailleurs, c'est drôle, chaque fois vous allez chercher les Allemands, qu'est-ce qu'ils vous ont fait, les Allemands ? Parce que les Allemands ne m'ont rien fait, et je connais l'histoire allemande, et je respecte l'histoire allemande beaucoup plus que la plupart des bureaucrates bruxellois et autres. Je dis simplement, j'ai toujours dit que l'Allemagne existait, j'ai toujours dit que l'Allemagne était une grande nation. Je ne suis absolument pas surpris de l'avoir retrouvé une position économique hégémonique. Je pense que les Français ont commis un péché d'orgueil en se racontant qu'à eux seuls, ils pouvaient contrôler l'Allemagne. À ma connaissance, la Deuxième Guerre mondiale, il a fallu les Américains, les Anglais et les Russes pour maîtriser une Allemagne, je dirais, devenue surpuissante par effet d'efficacité. Mais je dis que l'avenir de la France n'est pas dans ce lien exclusif
étroit sur le plan culturel avec l'Allemagne. L'avenir, retourner à l'idée de nation en France, c'est se libérer d'un système qui est en train de pourrir, qui est dirigé par une nation efficace mais culturellement pas très intéressante actuellement. C'est la possibilité d'établir des liens beaucoup plus intéressants et chaleureux avec le monde anglo-américain qu'on nous décrit comme toujours atroce, etc. De faire les politiques qu'elle veut en Afrique. Donc, avec les pays qui parlent sa langue, d'avoir des rapports intéressants avec le Japon. C'est très petit l'Europe et en plus c'est en train de devenir la risée du monde. Donc on s'éloigne de l'Allemagne et on se rapproche un peu des États-Unis et de l'Afrique. Sylvie Goulard, sur cette proposition d'Emmanuel Todd. Il y a deux choses qui m'intriguent dans votre raisonnement. Le premier, c'est qu'il faut le niveau national serait plus pertinent qu'un niveau qui est plus grand parce que le niveau plus grand est trop petit. Bon, ça c'est la première chose que je comprends pas. La deuxième chose, je suis vraiment confondu que vous disiez que l'Allemagne est un pays qui est culturellement non intéressant. Pas se dire sur le... Non, c'est ce que vous avez dit. Actuellement, oui. Mais l'Allemagne a détruit pendant la guerre une bonne partie de ses élites. Vous permettez que je continue ? Je crois que vous parlez tout le temps de l'Allemagne avant 1945-49, alors qu'on est en train de parler de l'Allemagne qui est née après, qui a des avantages. Moi, je suis pas là pour défendre l'Allemagne, mais je trouve votre acharnement à venir mettre l'Allemagne à toutes les sauces sur tous les sujets dès qu'on parle d'Europe quelque chose d'étonnant. La France peut jouer tout le rôle qu'elle veut. Elle ne l'a pas joué. Et la vraie question qu'il faut se poser, c'est... Elle ne l'a pas joué. Écoutez, moi j'étais au Quai d'Orsay que j'ai quitté. Oui. J'étais au Quai d'Orsay, j'ai commencé en 1989, j'ai fait partie de l'équipe comme très junior, mais qui a négocié l'unification allemande. De ce moment-là, j'ai vu quelque chose d'assez effarant. J'ai vu des Français s'enfermer dans une vision qui, à mon avis, était sans rapport avec la réalité, parce qu'ils n'ont pas compris que eux voyaient la géopolitique dans l'unification allemande. La plupart des gens en Allemagne voyaient la réunification de leur famille. Oui, mais ça avait même commencé avant dans un certain nombre d'illusions que propageait le général de Gaulle sur une Europe des États, sur le plan Fouché. Il y a eu depuis la guerre cette idée folle en France, qu'on allait avoir une Europe forte avec des institutions faibles et que l'Europe pourrait être dominée par la France. L'Europe ne doit être dominée par personne, ni par la France, ni par l'Allemagne, ni par personne. Elle n'a de sens que si elle arrive à mettre autre chose que la domination mutuelle. Et encore une fois, ce que j'ai observé, c'est un travail extrêmement approfondi des Allemands en Europe centrale et orientale, avec des fondations qui sont présentes, avec des entreprises qui sont présentes. Les Français se sont laissés distancer sur le plan économique. Ils se sont laissés largement distancer sur le plan des idées. Vous avez raison, Monsieur Todd, de dire qu'il y a une espèce d'esprit anti-américain ou anti-anglo-saxon dans ce pays qui est complètement fou. Donc, moi, je ne cherche pas dans la force de l'Allemagne la réponse au problème de la France. Et à cet égard-là, je vois vraiment pas pourquoi vous me dites que je n'aime pas la France ou des choses comme ça. C'est exactement l'inverse. Alors, je pense que nous sommes dans un système compétitif en Europe, dans lequel les meilleurs ont toute vocation à devenir les meilleurs et où les pas bons se font distancer. Et que malheureusement, dans ce beau pays qu'est la France, on ne veut pas voir qu'en ce moment, nous sommes en train de nous faire distancer. Sylvie Goulard, Emmanuel Todd, on entendait Margaret Thatcher il y a un instant. Il existe des Britanniques europhiles, on en trouve encore quelques-uns. On va tout de suite en entendre un. Stephen Wall, ancien conseiller pour l'Europe de Tony Blair, peut-être le connaissez-vous. Il évoque avec notre correspondante à Londres, Catherine Illich, les arguments justement qui militent pour une appartenance à l'Union européenne. Nous restons 27 pays qui, en fin de compte, restent très nationalistes. J'ai fait 5 ans à Bruxelles, tous les jours, négociations autour de la table. Ce qui m'a toujours frappé, c'était qu'il y a un grand excès de nationalisme, pas seulement la Grande-Bretagne, dans tous les pays. Donc, il faut des règles pour gérer ce qui autrement serait des querelles plutôt dangereuses. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que du point de vue économique et commercial, ça reste encore beaucoup dans l'intérêt de tous les États membres. Bien entendu, comme tous les autres pays, la Grande-Bretagne essaie d'augmenter ses exportations vers la Chine, etc. Mais même aujourd'hui, nous exportons 3 fois plus à Belgique qu'à Chine, n'est-ce pas? Mais je crois surtout l'argument politique, c'est le plus important. D'abord, je crois que le monde reste un monde dangereux. Nous avons une zone de stabilité qui est une zone de démocratie. Et nous sommes une organisation qui exerce une influence pour le bien dans notre politique de commerce, d'assistance nationale. Tout cela, c'est ce qu'on
appellerait en Amérique soft power. Mais c'est bien nécessaire dans le monde d'aujourd'hui. Sans l'Europe, on ne peut faire presque rien. Mais avec l'Europe, il y a beaucoup qu'on peut faire. Voilà un Britannique, ancien conseiller de Tony Blair, qui nous dit, Emmanuel Todd, que l'excès de nationalisme, justement, ça reste un obstacle majeur. Que répondez-vous à Stephen Wall? Vous savez, ça me fait rire parce que les Français ne savent pas que les élites anglaises, les élites, je parle pas du gros de la population, sont profondément francophiles. Et quand j'entendais cet anglais charmant parler son français délicieux, je pensais à ça. Non, je sais plus quoi dire. On a l'impression d'être devant c'est un monde en retard. Il y a une réalité du monde, une réalité de l'Europe. Il y avait le mot démocratie dans ce qu'il disait. Il y avait cette idée que l'Europe, c'était un contrat ça encore, européen. Emmanuel Todd. Mais en fait, les gens ne veulent pas. Moi, je suis historien et j'essaye de faire de la prospective et j'essaye de voir ce qui se passe en fait. Moi, je suis pas fondamentalement dans il faudrait, ça serait bien si. Enfin, vous dites qu'il faut sortir de l'euro quand même. Hein. Vous émettez des propositions. Je dis il faut sortir de l'euro parce que je vois et j'admets que ça ne marche pas. Mais vous prenez le concept de démocratie. Donc, encore un mot en retard. Est-ce que l'Europe est démocratique? Les gens vous parlent de l'Europe. Les gens vous parlent de l'Europe comme si l'Europe c'était le lieu fondamental de stabilisation de la démocratie. Mais actuellement, avec cette mise en hiérarchie des peuples de l'Union et cette mise en tutelle de l'Europe du Sud, l'Europe et l'euro sont une machine à détruire la démocratie. En fait, l'Europe est en train de devenir en réalité quelque chose d'antinomique avec la notion de démocratie. Les mots et les politiques sont en retard sur la réalité. Vous voyez ? Si on revient à l'idée de l'État-nation, on revient dans la démocratie ? Mais de toute façon, on n'a jamais vu de démocratie qui fonctionne en dehors du cadre de l'État-nation, pour des raisons d'une banalité saisissante. Parce que pour qu'une démocratie fonctionne, il faut que les gens puissent débattre entre eux. Pour qu'ils puissent débattre entre eux, il faut qu'ils aient derrière eux une histoire commune. À part des cas très rares comme la Suisse, il faut aussi qu'ils aient une langue commune. Vous voyez ? Donc c'est dire revenir à l'État-nation. Revenir à l'État-nation. Mais c'est pas si horrible que ça. Les États-Unis sont un État-nation, le Japon aussi. C'est un État fédéral, les États-Unis, ça marche bien, hein. Mais je veux dire, il ne vous aura pas échappé qu'ils parent tous anglais là-bas quand même. Oui, avec un peu d'espagnol, oui. Non, mais juste. Mais non, c'est pas vrai. Les Hispaniques s'anglicisent, tout à fait. C'est de la mythologie sur les États-Unis. Mais les Hispaniques sont tout à fait ravis de devenir américains. Juste un mot, Emmanuel Todd. On entendait Helmut Schmidt avant 7 heures. Peut-être l'avez-vous entendu. Il dit une idée largement admise. Voilà, si on a fait l'Union européenne, c'est aussi pour éviter des guerres. Et de facto, il n'y en a pas depuis la Seconde Guerre mondiale. En tout cas, pas de guerre militaire. Mais c'est une gigantesque blague. Je veux dire, il n'y a pas de guerre en Europe parce que les Américains et les Russes ont simplement mis au tapis la Wehrmacht et que le pays était sonné. Et il n'y aura plus de guerre en Europe. On est vieux, même si on revient aux États-nations, même si on revient aux États-nations, c'est des blagues tout ça, hein. Même si on revient aux États-nations, il n'y aura plus de guerre. Non, mais actuellement, on va vers le conflit interne. Actuellement, il y a de la haine moi, ce que je cherche à éviter, en vérité, tout le monde me traite de germanophobe. Moi, ce que je cherche à éviter, fondamentalement, à arrêter, c'est cette montée d'hostilité contre l'Allemagne, qui est créée par ces situations d'hégémonie. Actuellement, on est dans une remontée de l'agressivité entre nations. On est dans la compétition économique acharnée, qui est la forme moderne de la guerre. Vous voyez ce que je veux dire ? On est en retard. Et moi, quand je dis qu'il faut revenir, que chaque nation doit redevenir elle-même, c'est pour assurer la paix et la coopération entre ces nations européennes. Un élément pacificateur via l'État-nation. Sylvie Goulard. Oui, moi je voudrais dire deux, trois choses. La première, c'est que je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a une sorte de photo de l'Europe et qu'il faut la prendre exactement comme elle est et que l'état dans lequel elle se trouve, après 3 ans de bricolage par le Conseil européen et un certain détournement des institutions, est la normalité. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que tous les systèmes sont perfectibles, que tous nos systèmes juridiques et politiques nationaux évoluent et qu'il n'y a aucune raison d'enfermer l'Europe dans un état qui est un état transitoire et qu'à mon avis, il faut au contraire absolument modifier. Qu'est-ce qu'on change aux institutions, clairement, là, Sylvie Goulard ? Une banque centrale européenne un peu plus politisée. Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant pour que ça aille mieux ? Le problème n'est pas là. Là où je suis d'accord avec Emmanuel Todd, c'est que la démocratie est une des questions clés et que nous devons absolument permettre, et moi je suis complètement en désaccord avec lui, qu'il y ait un espace public européen qui dépasse les frontières. Il n'est pas vrai qu'on puisse pas discuter dans des langues différentes. Je trouve très rigolo de le dire à la radio suisse, d'ailleurs, qu'il peut pas y avoir de démocratie dans des pays où il y a plusieurs langues. C'est très amusant. Je pense, si vous voulez, il y a 2 erreurs. J'ai parlé de l'exception suisse. Oui, il y a 2 erreurs qui sont commises, à mon avis. Mais comment redonner cet espace commun ? J'aimerais bien que vous nous donniez des pistes assez concrètes. D'un côté, vous avez des gens qui disent, comme Monsieur Todd,
Todd, que le seul espace démocratique légitime, c'est la nation. Oui. Je rappelle que pour certains pays, les nations ont 150 ans. Alors, l'Italie, l'Allemagne sont des nations récentes. Donc on parle de quelque chose comme si ça avait toujours existé, comme s'il y avait toujours eu qu'un seul système politique. Plus de démocratie en Europe, ça passe par quelle institution, si tant est que ça soit par une institution? C'est pas seulement par une institution. Je vous dis, si vous permettez que je termine. Donc d'un côté, vous avez des gens qui disent le seul niveau démocratique, c'est la nation. De l'autre, vous avez en ce moment des gens qui disent on peut faire l'Europe sans démocratie. C'est ce que disent Mme Merkel, M. Hollande, etc. C'est absurde. Ce à quoi il faut s'attacher à travailler, c'est un espace démocratique qui transcende les nations. Et là, je me permettrai modestement de dire à l'historien que quand on a fait, avec Mario Monti le bouquin, on a fait quelques recherches sur ce qui s'est passé à Athènes. Quand le démos athénien est né au VIe siècle avant Jésus-Christ, c'est essentiellement parce que on a décidé de faire prendre position à des gens par-delà les tribus auxquelles ils appartenaient, tribus qui semblaient complètement figées. Et c'est donc en fait la mise en place de choix politiques qui a permis l'émergence du démos. La plupart des nationalistes vous disent comme il n'y a pas de démos, on ne peut pas faire de la démocratie. C'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Moi, je pense que si on demandait aux citoyens de la zone euro, ensemble, de choisir les personnes qui prennent pour eux les décisions. Si on avait des modalités de contrôle et le cas échéant de censure et de sanction de ceux qui prennent les décisions politiques, donc je ne vous parle pas du tout de la Banque centrale, je vous parle de l'espace politique qu'il faut créer en face des institutions qui sont des institutions techniques, je crois qu'on pourrait avancer. Vous avez parlé des jeunes de la génération Erasmus, j'en vois énormément. Ouais. Je trouve qu'ils ont la capacité de travailler dans plusieurs langues et que c'est ce vers quoi, à mon avis, on peut tout à fait légitimement aller en espérant des progrès, à condition, et c'est là que le bas blesse, à condition qu'on s'en donne les moyens. C'est pas du tout, on peut pas s'abstenir de faire cet effort de formation, de compréhension mutuelle, mais il n'est pas non plus complètement impossible. Et encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de raison de dire que on n'est pas européen, qu'on est pour toujours enfermé dans des nations qui, pour certaines, sont des nations relativement récentes, qui même dans un pays comme la France, quand on relit Tocqueville et qu'on voit l'Ancien Régime et la Révolution, c'est des pays dans lesquels il y avait des diversités à la fois linguistiques, de comportement, d'organisation juridique. Donc ne disons pas qu'il y a la réalité. Il y a aussi des réalités qui peuvent évoluer. Alors on va écouter un dernier élément, on va réagir ensuite, on va faire un peu de futurologie. On va partir à Bruxelles en 2060 dans la Maison de l'Histoire européenne en exil. C'est un musée décrépit qui présente une exposition sur ce que fut l'Union européenne jusqu'en 2018. On se projette vraiment dans l'avenir. Ce musée, c'est un jeune metteur en scène, Thomas Belling, qui l'a imaginé. Ariane Hassler l'a visité. Dans l'antichambre du musée, une horloge scande un temps passé, celui de l'Europe. Chaque visiteur est seul, le silence est total, ambiance fin du monde et odeur de poussière. Au fil de pièces délabrées, on découvre les vestiges de l'Union. Une affiche jaunie produite au moment où l'Union européenne avait reçu le Nobel de la paix en 2012. Un vieux ballon européen dégonflé, une bande dessinée qui nous explique le fonctionnement de l'euro. Le musée, à la mise en scène géniale, présente sur 3 étages ce qu'était le projet européen. Pas un mot en revanche sur ce qui a fait chuter l'Union. Le visiteur de 2060 est censé le savoir. Mais l'exposition donne des pistes, montée des nationalismes, volonté séparatiste. Plongé entre réalité et fiction, entre futur et passé, le visiteur ressort groggy de sa visite qu'il termine dans une pièce immense où trône un long bar, derrière lequel l'artiste lui-même l'attend pour lui servir un remontant, vin blanc hollandais ou sirop lituanien. Derrière lui, une baie vitrée ouvre sur le Parlement européen. Mais que cherche à provoquer Thomas Belling ? Je veux qu'on ressent ce qu'on a perdu quand c'est parti. Le mélange de nostalgie, distance critique et regret qu'on ressent quand une personne nous quitte, quand quelque chose nous glisse entre les mains, quoi. Que les gens réalisent ce qu'on risque de perdre actuellement. Mais la fin de l'Union européenne, est-ce que Belling y croit vraiment ? Oh mon Dieu, j'espère qu'elle va jamais arriver. C'est vraiment le scénario le pire, quoi, qu'on peut s'imaginer. C'est-à-dire que on retourne à ces États plutôt naturels pour l'Europe, c'est-à-dire des États nationalistes, on se replie sur soi-même et la guerre redevient une réalité possible. Il faut au moins vouloir voir que c'est une possibilité. L'exposition rouvre au mois de septembre avec entre ses murs décharnés cette question lancinante. Les jours de l'Union européenne sont-ils comptés ? Voilà, on part sur une question. Emmanuel Todd, que sera l'Europe dans 10 ou 20 ans ? Dessinez-nous ce que sera cette Europe-là et on posera la question à Sylvie Goulard ensuite.
Ça, je peux pas, parce que l'obstination des dirigeants européens a persisté dans l'erreur de cette monnaie unique et dans des politiques d'austérité, avec introduction de systèmes de domination. Cette obstination est vraiment quelque chose d'impressionnant sur lequel je réfléchis en tant qu'historien. Donc les jours de l'UE ne sont pas comptés. Les jours de l'UE ne sont pas comptés. Mais on ne sait pas. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une réalité qui se dérobe. En tant qu'anthropologue et historien, je vois bien que le processus naturel qui se passe est plutôt une divergence des nations. Je viens de travailler sur les provinces françaises. J'ai étudié ça avec mon copain Lebras. Il y a un phénomène la dynamique générale de l'Occident ou des pays les plus avancés est un phénomène de divergence des nations. Et là-dessus, il y a des vieilles élites politiques européennes qui sont toujours dans un rêve de convergence, alors qu'il se passe l'inverse. Mais il y a une puissance autonome des États contrôlés par ces élites européennes qui sont dans une résistance à la réalité. Donc on peut faire des scénarios différents. On peut imaginer que ça claque et que simplement les nations redeviennent paisibles, redeviennent elles-mêmes, se recentrent sur elles-mêmes, coopèrent, mais chacun avec la capacité d'agir sur soi-même et de se relancer, etc. Mais on peut aussi, au stade actuel, imaginer des processus de destruction en profondeur du tissu social dans une bonne partie de l'Europe, on peut imaginer l'émergence de systèmes autoritaires, violemment, de destruction de la démocratie, sous patronage franco-allemand. Je ne sais pas, peut-être que le couple franco-allemand, ça va être le couple qui va détruire la démocratie en Europe. Tout est concevable. Il faut garder l'esprit ouvert quand on est historien. Gardons l'esprit ouvert. Sylvie Goulard, même question. Les jours de l'Union européenne sont-ils comptés? En 1 minute, pas plus. Et après, on doit se quitter. Non, mais l'Europe sera ce que nous en ferons. Moi, je ne détiens pas la clé du futur. Ce que je dis simplement, c'est que pour moi, je ne crois pas que les nations peuvent redevenir paisibles. La leçon du XXe siècle, c'est qu'il y a quand même eu un moment où il y avait des nations et un nationalisme exacerbé, que ça nous a mené au suicide de la guerre de 14 et au chaos de la Deuxième Guerre mondiale. Et qu'à partir de 1950, on est parti sur une autre voie qui a peut-être connu des problèmes, qui n'est pas un chemin pavé de roses. Et je suis d'accord, l'attitude naturelle de la plupart des gens, c'est le centrifuge, c'est la division, c'est la discorde, c'est l'envie de faire tout seul dans son coin ce qu'on a envie de faire. Non, c'est la domination. Non, vous êtes obsédé par la domination, pas moi. Mais donc, il y a de la division et de la discorde. D'accord. Moi, j'essaie de travailler modestement au jour le jour à éviter que ça se produise. Merci infiniment. Oui, juste en 10 secondes. Oui, je vous en donne 10, pas plus, Emmanuel. Écoutez, l'Europe, c'est un continent extraordinaire qui, dans la période récente, a tout inventé, mais c'est un continent qui s'est 2 fois suicidé par la Première Guerre mondiale, puis la Deuxième Guerre mondiale. Et je crois que ce qui est en train de se passer actuellement, c'est qu'il est encore à nouveau en train de se suicider. Et dans le 3e suicide, qui est le suicide actuel, il se passe aussi sous direction allemande. Emmanuel Todd, historien, démographe, essayiste. Votre dernier ouvrage, c'est Le mystère français, avec Hervé Lebras, paru au Seuil. Sylvie Goulard, députée européenne du MoDem. Vous êtes membre de la Commission des affaires économiques. Vous avez publié en 2012 De la démocratie en Europe, coécrit avec Mario Monti. C'est chez Flammarion. Merci infiniment à tous les deux d'avoir été dans notre studio de Paris. C'est ainsi que s'achève Arrêt sur Europe.